Bonsoir à tous. On a juste un collègue de la mairie du 15e qui va nous rejoindre, qui était par là, mais qui a dû s'absenter une minute. Mais nous allons pouvoir commencer parce que sinon on va beaucoup tarder. Merci à tous d'être là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en présentiel pour les réunions de conseil de quartier. Nous sommes en petit comité, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous avons 2 sujets à l'ordre du jour, mais ça, je vais laisser bien sûr la parole à la présidente du conseil de quartier, à Madame Arokia Duché-Agis, pour vraiment vous introduire le conseil de quartier de ce soir. Et surtout, voilà, la parole est libre, et d'autant plus que nous sommes en très petit comité, vraiment sentez-vous tout à fait libre et en bonne ambiance, en bon entourage pour pouvoir exprimer librement vos avis et vos préoccupations. Bonsoir messieurs, mesdames, bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être venus pour la réunion du conseil de quartier qui se passe en présentiel pour la 2e fois. Donc nous avons 2 sujets à l'ordre du jour qui sont l'avenir de l'ancien bâtiment de Telsat, rue Ballard, au 70 rue Ballard. Et le 2e sujet sont le devenir et entretien des ponts SNCF. Alors, pour vous les situer, le pont SNCF qui se trouve sur place Ballard, au croisement avec le tramway, je ne sais pas si vous voyez, et le rond-point, la place Ballard. Et le 2e, c'est le pont SNCF qui est rue Cauchy, qui donne en fin de compte accès à la Seine. Il y a un tunnel qui est souterrain et après vous accédez. Donc c'est ces deux ponts qu'on va discuter. Voilà. Donc en fin de compte, je vais laisser la parole pour le premier sujet qui est l'avenir de l'ancien immeuble au 70 rue Ballard. C'est monsieur Philippe Drouet de la société DT Investor et monsieur Franck Or, JAGL Project. Pardon. Bonjour. Merci de votre invitation. Évidemment, ça ne va plus marcher. Voilà. Alors, DTZ Investors représente le propriétaire de cet immeuble à travers un fonds d'investissement auquel participent principalement des compagnies d'assurance. Et cet immeuble a été occupé pendant 25 ans par la société Eutelsat, qui a libéré les lieux le 3 décembre 2019, de mémoire. Et compte tenu de l'état d'obsolescence dans lequel se trouvait le bâtiment, nous avons décidé de nous adjoindre les services de Jones Lang LaSalle pour concevoir le nouveau projet, conduire les études et piloter les travaux. Donc, ici, à l'image, vous voyez ce qui sera la nouvelle façade de l'immeuble, côté jardin, côté parc André Citroën, avec la façade en bois vitré et végétalisé, qui a vocation pour l'équipe de conception qui est le cabinet d'architectes SCO, notamment fameux pour avoir réalisé le Stade de France il y a 20 ans. Cette façade végétalisée doit rappeler verticalement le parc qui est situé en face et qui nous sépare de la Seine. Ici, vous connaissez le quartier mieux que nous, mais il est caractérisé par la présence de nombreuses sociétés du domaine des médias et par conséquent, nous pressentons que c'est une de ces sociétés qui trouvera le plus d'intérêt à venir occuper les lieux lorsqu'ils seront prêts. Ici, simplement, des cartes isochrones qui illustrent que nous sommes en violet, le périmètre à 5 minutes à pied depuis l'immeuble, et en bleu à 10 minutes à pied. Ça veut dire que nous sommes à 5 minutes de la station de métro Ballard, pardon, et à 10 de Javel. La même carte avec le réseau des autobus qui permet de traverser Paris.
Et ici, l'espèce de carte d'identité de l'immeuble, pour le résumer en 10 secondes. Donc l'immeuble conservera son volume actuel, le même nombre d'étages, pratiquement les mêmes façades, sauf cette extension sur le parc qui vient à la place d'une salle polyvalente de réunion ovale qui était positionnée au premier étage et qui coiffait un centre de contrôle des satellites qui étaient eux-mêmes en relation avec l'immeuble à travers quelques antennes paraboliques qui étaient sur le toit. Donc à l'avenir, l'immeuble sera... il se distingue de ses concurrents par le fait qu'il est indépendant, et si vous avez besoin d'un siège social de 10 000 m², vous le trouvez ici à votre mesure. Il a les caractéristiques que recherchent aujourd'hui les utilisateurs, à savoir la hauteur libre sous plafond de 2,70 m. Le rez-de-chaussée présente suffisamment d'issues de secours pour qu'on puisse l'aménager de manière à pouvoir accueillir du public. Et chaque étage fait environ 1000 m². L'ajout d'un escalier dans la partie centrale permet d'augmenter sensiblement le nombre de postes de travail qu'on peut accueillir, de 600 aujourd'hui à plus de 1000 demain. Et surtout, c'est le volet environnemental approfondi qui caractérise ce rajeunissement de l'immeuble, avec alors des résumés. HQE signifie haute qualité environnementale, traduit le soin que les équipes de travaux prennent à éviter les nuisances sonores, éviter la poussière et notamment collaborer avec l'énergie circulaire, l'économie circulaire, pardon. Le réemploi des matériaux. BREEAM est un label anglo-saxon qui a surtout trait aux économies d'énergie et de fluide, économie d'eau, économie d'électricité. BBCA signifie bâtiment bas carbone et traduit le fait que pour l'extension qui fait face au parc, l'usage du bois se traduit par une économie d'énergie qu'on ne consomme pas pour fabriquer du béton. Et donc un bâtiment en bois est plus écologique qu'un bâtiment en béton. Et les derniers labels, Osmose, Wired Score, Smart Score et Biodiversity, ont trait à la qualité de vie sur site. La biodiversité, c'est l'accueil des insectes dans des hôtels d'insectes, et c'est des emplacements d'agriculture urbaine, puisqu'on fera pousser des légumes dans des bacs sur les terrasses du haut. Osmose a trait à la qualité de l'air à l'intérieur des locaux. Et on retrouve en fait dans cette qualité de l'air associée à la technologie des économies d'énergie, puisqu'on ne renouvelle l'air que dans les endroits qui sont occupés, et ça permet à l'immeuble d'avoir un comportement plus vertueux en fonction de son occupation. Bien sûr, l'attrait pour les occupants, c'est principalement les terrasses nombreuses qui vont faire face au parc, mais qui sont aussi rappelées rue Ballard. On le verra plus tard. Le lobby d'accueil, je vous le décrirai, ensuite on verra des images, il présente une double hauteur. Et en fait, il y a deux lobbies d'accueil pour pouvoir distinguer deux occupants distincts, si tel était le cas. Et enfin, au rez-de-chaussée, à la place du centre de contrôle des satellites, qui était un endroit très sombre et un petit peu secret, l'équipe de conception a tenu à réintroduire la lumière naturelle et créer au contraire un espace polyvalent d'échanges et de rencontres. Et on le voit sur la photo du bas, c'est un local, un espace de double hauteur, donc il y a 6 mètres de hauteur sous plafond, qui est partiellement sous une verrière qui vient en clin d'œil aux deux verrières magistrales du parc André Citroën. En sous-sol, on trouvera 94 parkings pour voitures normales et 10 pour les voitures électriques. Et enfin, en rez-de-chaussée et en sous-sol, on a l'accueil ce qu'on appelle aujourd'hui la circulation douce, mobilité douce, c'est-à-dire les bicyclettes, avec un espace pour recharger les batteries des bicyclettes et pour réparer les petites pannes.
Ici, on voit une perspective depuis le haut d'une des serres magistrales du parc. Et on voit le... Voilà, ici, on voit la grande verrière qui vient faire le clin d'œil aux verrières principales. Ici, l'extension qui n'est qu'une demi-extension, puisqu'elle on va détruire des salles de réunion qui existent pour l'instant pour construire à la place en bois environ 800 mètres carrés de surface de bureaux qui seront entièrement ouvertes sur le parc. Alors sur ce schéma, on vous présente en jaune la façade végétalisée qui regarde le parc, et sur le plan principal, la flèche rouge illustre à quel point les bureaux sont ouverts sur l'espace vert, très calme puisque la rue Montagne de la Fage en bas est très peu passante, et les bureaux sont bordés par un très large balcon, enfin très large, 2 mètres, qui permet de travailler dehors en fait. Et ce balcon lui-même présente les petits rectangles blancs que vous voyez en bas, sont des jardinières desquelles partiront des plantes qui grimperont le long de la façade. Alors ici, on voit la même chose en perspective. À droite, la grande verrière et au-dessus, les balcons arborés. Alors ici, vous voyez la végétation qui tombe comme du lierre, mais c'est une esquisse qui a évolué, enfin le projet a évolué depuis, et on a choisi le mécanisme inverse de faire monter les plantes le long d'armatures. Là, on est au rez-de-chaussée et on voit ce hall qui a la dimension du hall actuel et qui a vocation à être séparé en 2. La flèche rouge permet d'accéder directement à l'espace gris en bas, le rez-de-chaussée, qui peut être un espace de coworking par exemple, ou accueillir un locataire indépendant qui occuperait environ 1000 mètres carrés en rez-de-chaussée, dans cet espace double hauteur assez majestueux. La flèche bleue représente l'entrée des bureaux dans les étages, on va dire, plus traditionnels. Et puis, en bas, à gauche, on a un local de 300 mètres carrés qui a vocation à accueillir un commerce. Donc ici, c'est un zoom sur l'activité du rez-de-chaussée. On retrouve la flèche rouge à travers la partie du hall qui lui est dédiée. Et puis ce grand espace donc, qui est principalement en double hauteur, qui peut accueillir du public et à hauteur de 200 personnes. Voilà la vue d'artiste de cet intérieur, dont les armatures sont en bois et les montants de la verrière sont également en bois. Et au fond de l'image, un escalier qui dessert une mezzanine qui, elle, peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Là, on a le plan de cette mezzanine. Et puis l'autre moitié du hall, alors on a dessiné aussi une flèche rouge, c'est pas pour indiquer qu'on peut aller dans l'espace par lequel on accède en principe par l'autre moitié du hall, mais pour traduire la transparence qu'on a voulu, que l'équipe de conception a voulu réintroduire dans le rez-de-chaussée de l'immeuble. Et on va voir dans l'image d'après, voilà, aujourd'hui il y a des murs en béton qui vont être principalement transparents. Et dès l'entrée par la rue Ballard, on sera en théorie aspiré par la lumière du parc. Ici, les accès alors plus techniques et la circulation. La flèche violette décrit l'accès vers les parkings en sous-sol, tandis que la flèche rouge décrit l'accès pour les 2 roues qui trouvent un local où se garer ou stationner en vert, et à côté pour les cyclistes, un vestiaire avec des douches. Alors, on a beaucoup parlé de la façade côté parc parce que c'est le point fort de cet emplacement, mais la rue Ballard et le pignon qui donne sur la rue Gutenberg ne sont pas laissés pour compte.
Et des balcons vont être construits au-dessus de la porte-tambour d'accès de l'immeuble. Aujourd'hui, on va juste un mur rideau un peu austère. De même que le pignon qui devra être agrémenté de balcons. Alors, on a ici des images de la rue Ballard, où ça ressemble vraiment beaucoup à l'existant, à cela près que les trumeaux entre les fenêtres carrées, en principe, il y a une fenêtre pour un trumeau plein, une fenêtre, un trumeau plein, et on va casser un trumeau sur deux pour avoir une bande de 3 fenêtres. Donc, augmenter l'apport de lumière naturelle sur les plateaux de bureau. Et même chose sur le pignon qui a vue sur la Tour Eiffel et qui donne sur la rue Gutenberg, qui doit être agrémenté également de balcons, alors en quinconce ou là il y a encore des variantes de la part des architectes. Et au 6e étage, on dispose d'une terrasse de 600 mètres carrés qui peut accueillir 100 personnes et dont on voit ici le projet d'aménagement du permis de construire qui a pour vocation d'accueillir des arbres de haute tige à l'identique de ceux qui sont aujourd'hui plantés sur la terrasse du 1er étage. Donc on a ce sont des magnolias, je pense, mais de grands arbres qui font peut-être 3-4 mètres de haut. Et donc il a fallu les replanter à l'aplomb des poteaux qui sont la structure de l'immeuble pour que le poids des bacs en terre ne nécessite pas d'apport de poutres complémentaires. Et puis également, sur cette terrasse, on dirait rooftop, la partie qui accueille le public est située à l'opposé de l'immeuble voisin, qui est résidentiel, de manière à éviter les nuisances des gens qui prennent l'apéritif ou qui discutent un peu trop fort. Ici, on synthétise l'ensemble des labels et certifications qui décrivent l'immeuble. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Le premier, c'est haute qualité environnementale, au niveau exceptionnel. Ça veut dire que dans ce critère, on va chercher plutôt le haut de gamme que le tout venant. Osmose concerne le bien-être à bord, j'allais dire, et il n'y a pas de degré, donc on est qualifié osmose ou pas, nous le saurons. Le BBCA concerne, donc le bâtiment bas carbone, concerne l'extension avec la façade végétalisée et l'extension en bois. Le BREEAM concerne toute la rénovation de l'existant. Wired Score a trait à l'irrigation informatique de l'immeuble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en panne Internet parce que si un fil est cassé, un autre vient le compenser. Smart Score, ça traduit l'intelligence de l'immeuble. J'aurais du mal à vous décrire en profondeur l'intelligence de l'immeuble, mais ça consiste à ce que de lui-même, il comprenne s'il doit chauffer ou renouveler l'air alors qu'il n'est pas occupé. Enfin, Biodiversity a trait à la végétalisation et à l'équipement de la terrasse du 6e étage. Et le HQE bâtiment durable fait allusion aux efforts qui sont faits pour réutiliser les matériaux, notamment les pierres de façade, alors, la plupart d'entre elles vont être démontées, nettoyées et remontées, et une partie d'entre elles seront transformées pour faire le sol du hall. Donc on évite dorénavant de jeter tout à la poubelle pour tout refaire. Ici, le planning de l'opération. Donc nous sommes à la fin du premier quart, je dirais, de l'opération, puisqu'on nous attendons d'un jour à l'autre l'arrêté du permis de construire. Les entreprises chiffrent les travaux actuellement. Et je ne vous cache pas qu'avec la dramatique actualité, évidemment, la surprise risque d'être plutôt désagréable qu'une bonne surprise. Et les travaux devraient démarrer au mois de septembre, si tout se passe bien. Donc là, on a un retour à la façade de départ. Et idéalement, je peux vous présenter la maquette animée qui a été produite par les architectes. Et nous allons voler autour de l'immeuble.
Ici, on voit la façade en bois et végétalisée avec la serre, hein, la verrière plutôt, qui fait lien entre les deux serres. On survole la rue Ballard. On voit que les fenêtres ont été agrandies. On voit les balcons au-dessus du tourniquet d'entrée. Le pignon avec les balcons filants, un étage sur deux. Le toit de la verrière au deuxième niveau. Et puis, au niveau de la rue, la verrière avec son armature en bois. Le local commercial au pied du pignon. Et puis, nous allons entrer dans le hall et retrouver la transparence que je vous ai déjà dévoilée par une image tout à l'heure, qui nous laisse voir la lumière du parc en fait. Ici, on entre dans l'espace polyvalent. On retrouve la double hauteur sous plafond, la mezzanine sur la gauche et la verrière, l'escalier qui a changé de forme depuis l'image, la mezzanine, et au deuxième étage, les bureaux, troisième étage, avec ces loggias qui permettent de travailler, je dirais, les pieds dans le parc. Donc ici, on est poteau en bois, plancher en bois, et puis on traverse. Ici, on trouve ce qui est autrefois les murs extérieurs. On retrouve l'immeuble en béton, pour lequel les fenêtres ont été un petit peu agrandies. Et puis nous voilà déjà au 6e étage, sur la magnifique terrasse qui domine le parc. Et les espaces de... On appelle ça l'agriculture urbaine, voilà. Voilà pour la présentation. Et si vous avez des questions, on sera ravis d'essayer d'y répondre. Je vous remercie pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question, en fin de compte, concernant là, est-ce qu'il y a un restaurant d'entreprise ou est-ce que vous allez favoriser, en fin de compte, les commerces de quartier et les restaurants tout autour? Alors, c'est selon au choix de l'utilisateur, en fait. D'accord. Mais est-ce que c'est prévu? Qu'est-ce que c'est? En théorie, on doit prévoir des mesures. Oui, mais ce n'est pas un restaurant d'entreprise. Il y a quelques mesures qui sont prévues pour pouvoir se restaurer, mais qui ne sont pas pour l'ensemble des occupants de l'immeuble. Les occupants pourront prendre un peu de restauration dans l'immeuble, mais devront forcément aussi se restaurer à l'extérieur. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, là, ce nouveau bâtiment, c'est pour plusieurs entreprises ou une seule, en fin de compte? Est-ce que vous allez louer par étage? Il a vocation à pouvoir être loué par étage. Voilà, c'est ça. Mais notre ambition, c'est de trouver un seul utilisateur. D'accord. Parce que c'est moins de travail et c'est mieux apprécié par les investisseurs. Donc tous les intérêts convergent vers un utilisateur unique. Et cet utilisateur unique, il aura tellement de pouvoir face à nous que s'il dit qu'il veut que les portes soient vertes, on essaiera de lui faire des portes vertes, si c'est possible. Le plus probable, c'est que pour la taille de l'immeuble, une partie du rez-de-chaussée, cet espace polyvalent, soit équipé de frigos connectés. Et la configuration la plus fréquente, c'est d'avoir 5 frigos connectés avec une barista à côté. Ça permet de servir 250 repas. Et ça fait à peu près le tiers des besoins de l'immeuble. Donc la réponse, est-ce que l'immeuble va empiéter ou apporter à la restauration du quartier? Moitié-moitié, je dirais. D'accord. Et concernant, en fin de compte, le local commercial, donc vous avez fait des choix sur le type de ce local. Est-ce que c'est un local par exemple, je ne sais pas comment on dit, vendeur de légumes, voilà, de légumes ou de boucherie, moi je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà ciblé en fin de compte le type de ce local? Non, comme il est ou si, la par portion exemple, une salle congrue de sport, par rapport... Voilà, je ne sais pas. Ça pourrait être une salle de sport. Ce ne sera probablement pas, mais encore qu'un commerce alimentaire, faute de réserve. Compte tenu qu'il s'agit de la portion congrue de l'immeuble, on trouvera probablement un commerce cohérent avec le principal occupant. J'imagine que si c'est une compagnie d'assurance,
elle pourrait avoir une agence en pied d'immeuble. Si c'est une radio, elle pourrait avoir un studio. Si c'est alors j'allais dire une banque, je ne pense pas qu'il y aura des banques qui viendront là, mais il pourrait y avoir une agence. Et tous les bureaux s'accommodent d'espaces de sport, donc ça pourrait très bien aussi être une salle de sport. Très bien. Messieurs, dames, si vous souhaitez poser des questions, il y a une personne. Merci. Veuillez vraiment parler dans le micro pour l'enregistrement. Comme ça, on vous entendra aussi. Je voulais savoir à quelle durée vous estimez, quelle est la durée estimée des travaux. Pour l'instant, les équipes de conception imaginent que les entreprises répondront sur une durée de 21 mois. Ça veut dire qu'en démarrant en septembre, nous finirions au second semestre 2024. 2 petites années. Et pas de démolition de béton, pas de construction de béton, mais des aménagements de seconde œuvre. Donc en principe, c'est de la grosse décoration qu'on fait, donc c'est pas d'immenses nuisances. Il n'y a pas un tourbillon de toupies béton qui vont passer, il n'y a pas des marteaux-piqueurs qui vont casser les planchers. Les seuls planchers qui vont apparaître sont ceux en bois qui sont plutôt qui ont la réputation d'être construits rapidement et sans nuisance. Oui, agrandir quelques fenêtres. Donc là, il va y avoir de la scie, j'imagine. Oui, pour habiter juste à côté de cet immeuble, les nuisances, elles ont déjà eu lieu. Parce que quand vous dites que les travaux vont commencer en septembre, toute la partie démolition, je peux vous assurer qu'elle est déjà faite. D'ailleurs, c'était assez surprenant vu de l'extérieur, parce que quand vous dites que l'immeuble semble assez délabré, nous, vu de l'extérieur, ça ne nous paraissait pas qu'elle est si délabrée que ceci. Et effectivement, les nuisances et les murs qui tombent et les pelleteuses et les camions, ça, on les a déjà vus. Donc les travaux ont déjà commencé pour nous. Oui, effectivement, l'immeuble a été curé. C'est-à-dire que les équipements ont été retirés et l'amiante qui restait à l'intérieur de l'immeuble a été aussi retirée. Il en reste un petit peu qui sera retiré avec les huisseries qui vont être changées, les fenêtres. Quant à l'état de l'immeuble, je me suis mal exprimé, j'ai voulu parler d'obsolescence. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus aujourd'hui dans un immeuble de bureau comme on le faisait il y a 25 ans. Les espaces dont les collaborateurs ont besoin ne sont plus exactement les mêmes. L'immeuble de Telsat était très cloisonné avec une succession de petits bureaux. Et demain, on aura plutôt des grands plateaux avec des endroits où on travaille debout, des endroits où on travaille assis, par terre, plus collaboratif, quoi. Donc, sur la manière dont l'immeuble est conçu, le changement est radical, même si, vous avez raison, il est toujours fier. Et du coup, est-ce que ça va réduire le nombre de... Je suis là, c'est là. Pardon. Est-ce que ça va réduire le nombre de salariés qui travaillent du coup dans l'immeuble par rapport à l'ancien occupant ? Là, je crois que vous disiez 1100. Oui, c'est ça, ça devrait l'augmenter. Ça va l'augmenter du coup. L'immeuble peut accueillir plus de 1000 personnes, alors qu'il était limité à 600 hier. Ah oui, d'accord, donc ça, mine de rien, ça va quand même, notamment pour les transports, faire une petite augmentation du flux potentiellement. Voilà, l'usage montre que très peu d'occupants... Autant les ressources humaines et les directions générales sont sensibles à pouvoir accueillir un grand nombre de postes de travail sur la plus petite surface possible, autant l'expérience montre que très peu remplissent au maximum l'immeuble. Donc la capacité, c'est plus un argument de vente qu'un usage en vérité. Mais il peut y avoir... en fait, le télétravail fait que quand vous avez 600 employés, il y en a plutôt 300 ou 400 chaque jour dans l'immeuble. Et c'est aujourd'hui un problème pour dimensionner un éventuel restaurant d'entreprise. Et ça se traduit par en fait diverses formules de restauration qui sont adoptées. Et on peut notamment, aujourd'hui, de plus en plus de salariés commandent avec leur téléphone portable un repas à l'extérieur qui est stocké dans une armoire commandée par le téléphone. Et le repas est réchauffé dans le four à micro-ondes à côté. Ça vient encore compléter l'offre. Merci beaucoup pour cette présentation. Et il y a beaucoup d'attentes sur ce bâtiment qui pèse. Oui, je vous laisserai la parole juste après. Je ne pouvais pas conclure, bien sûr. Je vous laisserai bien sûr continuer. Je voulais juste en profiter pour revenir sur ce projet et poser aussi une question.
Il y a de fortes attentes, vous les avez bien pris en compte, hein, sur le plan de l'esthétisme, sur la végétalisation. Aujourd'hui, dans une zone qui est quand même très minérale et qui avait besoin d'être rafraîchie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, sur le plan économique aussi, à court terme, parce qu'entre le Covid et le départ de Telsat, les commerces autour ont aussi subi une vraie perte économique. Donc le fait qu'il n'y ait pas de restaurant d'entreprise, ça peut être un atout pour les commerces autour, qui attendent le retour justement des travailleurs, pour pouvoir avoir de nouveau de la clientèle, notamment les bistrots qui sont autour et qui sont directement impactés par la densité et l'activité des bureaux qu'il y a à proximité. Et ça pose du coup, pour ma part, la question du calendrier sur 2 points. Est-ce que vous avez déjà, vous avez évoqué peut-être que certains médias pourraient être intéressés par ces bureaux. Est-ce que vous avez déjà des pistes concrètes de structures qui seraient susceptibles de louer votre bâtiment? Et dans le cas échéant, est-ce que la difficulté à trouver un loueur peut impacter votre planning de chantier, votre programmation? Est-ce que c'est susceptible de glisser, soit pour le début des travaux, mais après encore plus, ce qui sera important pour les habitants, c'est non seulement le glissement qu'il peut y avoir pour le début des travaux, mais le glissement pendant les travaux. Parce que là, on l'a beaucoup subi pendant la crise Covid aussi, avec la difficulté d'approvisionnement. On a vraiment intérêt à ce que ce soit pris en compte dès le départ pour éviter d'avoir des travaux qui s'éternisent et qui viennent provoquer des nuisances pour l'ensemble du quartier. Voilà. Alors, nous nous inscrivons dans cet esprit. Aujourd'hui, nous présentons l'immeuble, on appelle off-market, c'est-à-dire sans publicité exagérée, même dans un certain secret, auprès d'entreprises qui confessent à leurs conseils avoir un projet de déménagement d'ici 2 ans. Tout ça, ça se passe après signature d'engagement de confidentialité. Et les entreprises visitent ce qui est un chantier, en fait. On ne peut pas vraiment parler d'immeuble aujourd'hui. Et nous les engageons à se projeter dans un espace qui sera décoré et aménagé à leur souhait. Aujourd'hui, le délai de réalisation de 21 mois intègre une base de ce que nous nous imaginons être les travaux d'aménagement de l'occupant. Donc, tel que nous concevons la recherche de l'occupant, nous la faisons très tôt par rapport à l'avancement des autorisations et du projet, pour intégrer justement les aménagements qui seront, on appelle, spécifiques à l'occupant. Ça peut être, je ne sais pas si c'était une banque, ça pourrait être une salle de marché qui demande des faux plafonds, des faux planchers particuliers ou une électricité particulière. Si c'est une société de médias, ça peut être un studio d'enregistrement. Si c'est une société de... Enfin, bon. Aujourd'hui, nous avons rencontré 5 sociétés qui se sont déclarées intéressées dans ce niveau de maturité du projet. Mais déjà 2 d'entre elles se sont déclarées abandonner ce projet pour intégrer un siège social plus important. Et donc c'était des filiales qui auraient bien voulu conserver une petite autonomie, et puis on leur dit non, vous venez rejoindre tout le monde, et tant pis pour vos velléités d'indépendance. Mais aujourd'hui, nous avons encore des discussions avec 3 entreprises qui sont des grosses sociétés du CAC 40, qui soit sont déjà des occupants du 15e arrondissement qui, pour une raison ou pour une autre, doivent bouger, soit sont des occupants qui sont à l'extérieur de Paris et qui, il y a encore 3 mois, considéraient que les conditions de marché étaient propices à intégrer Paris, soit parce que c'est plus facile d'accueillir des nouveaux collaborateurs avec une adresse plus prestigieuse, soit parce que les conditions de marché leur permettent. Donc, à la fois, nous sommes confiants, parce que l'emplacement est remarquable, et la taille de l'immeuble correspond à la plus grande recherche. En même temps, vous me demandiez, est-ce que si cette recherche d'occupants devait traîner, est-ce que ça retarderait les travaux? Alors, pas de notre point de vue qui sommes des conseillers, mais je ne peux pas vous cacher que les
les investisseurs qui doivent consacrer une trentaine de millions d'euros à ces travaux sont plus rassurés si on peut leur garantir qu'il y a un loyer à la sortie. Mais les conditions du marché de l'immobilier sont telles que pour un investisseur raisonnablement ouvert au risque, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un locataire pour engager les travaux. Vous pouvez... Non, peut-être... Attends, pardon. On peut dire ces ordinateurs, Eutelsat disposait d'un système de ventilation qui était extrêmement nuisant au point de vue sonore. Est-ce que vous avez envisagé dans les travaux un système de refroidissement des ordinateurs qui serait moins gênant pour les voisins? Alors, d'abord, les ordinateurs ont beaucoup changé depuis 25 ans. Oui, enfin, ils consomment moins d'énergie. C'était il y a 3 ans, ça. Bon. Et ensuite, je sais que Eutelsat a occupé l'immeuble pendant 25 ans, et pendant 25 ans, semble-t-il, c'est plein de la climatisation qui ne fonctionnait pas. Est-ce qu'elle était mal réglée? Est-ce qu'elle était mal conçue? Est-ce qu'elle n'était pas bien dimensionnée? Mais je sais que c'est un problème qui a accompagné toute la vie de l'immeuble, et c'est difficile à comprendre que pendant 25 ans, on vit avec le même problème qu'on ne parvienne pas à résoudre. Alors, demain, que se passe-t-il? Alors, est-ce que ce sera moins bruyant? Probablement, parce que le système de refroidissement qui sera retenu s'appelle un plafond rayonnant. C'est-à-dire que l'eau circule comme dans un radiateur, mais au plafond. Il n'y a pas d'hélice qui fasse tourner l'air ou qui propulse l'air. Donc, ni en haut ni en bas, ni dans les bureaux, ni sur les terrasses. Donc normalement, les systèmes sont moins nuisants. Ils le sont, bien sûr, chacun se réjouit que l'immeuble présente une faible signature sonore, mais aussi parce que c'est plus d'économie d'énergie. Donc le temps milite pour votre confort, en fait. Merci de nous rassurer. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a eu une augmentation de surface? Dans la mesure où, généralement, quand on fait des rénovations, on essaie toujours de gagner un peu de surface, notamment, il y a des exemples, comme la tour Montparnasse ou autre chose. Ou est-ce que vous aviez un vélum qui était déjà construit, qui avait atteint toutes les limites par rapport au voisinage? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est la surface de surveillance ou de contrôle des satellites n'avait aucune protection? C'est-à-dire que des fois, dans les immeubles comme au LCPC ou ailleurs, il y a des blocos. Free, par exemple, a racheté l'immeuble LCPC justement pour protéger toutes ces installations. Les Eutelsat n'avaient rien de particulier pour protéger ces installations? Alors, pas de chambre forte particulière? Pas des chambres fortes, mais des éléments de protection quand même en cas de crise. Alors, ou alors elles ont été retirées. Non, moi je connais que la sécurité qu'il y avait dans le hall, là, tout ce qui était vitré, mais une fois qu'on avait passé ça, de simples portes, ça paraissait surprenant. Sur les surfaces, vous avez raison, il y a pour améliorer l'économie du projet, comme on dit, il y a la façade en bois que vous voyez sur le parc représente une extension. Elle est plafonnée par les règles d'urbanisme à 10% de la surface existante et elle est un petit peu en dessous. Donc pour ce qui est de la surface utile de l'immeuble, elle s'élevait à 8400 m² du temps d'Eutelsat et elle dépassera les 9000 m² demain. C'est-à-dire qu'il y a plus 600 mètres. Dernière question, enfin, pour ma part. Du coup, parce que ce qui nous anime aussi souvent, c'est de voir comment on peut, entre les habitants, les gens qu'on reçoit, comment on peut créer du lien justement entre ces différentes structures. Du coup, je pense que le lien qui pourra se créer entre le futur occupant et nous, conseil de quartier ou les habitants, on pourra le faire uniquement à partir du moment où on aura le nom de l'occupant. Vous, finalement, à ce stade du projet, il n'y a pas de lien qu'on pourrait faire ou de partie qu'on pourrait donner aux habitants ou des projets qu'on pourrait faire ensemble. Il faut qu'on attende, j'imagine, d'avoir l'identité de l'occupant pour créer du lien avec lui. Voilà, dans la restauration asiatique, on appelle ça la différenciation retardée. C'est-à-dire que pour l'instant, le plus longtemps, nous réalisons ce qui peut convenir au plus grand nombre. Et nous différencierons le plus tard possible. Et si
aucun candidat ne se présente, nous prendrons l'initiative de finaliser la décoration pour apporter une offre terminée, quoi. Mais ce sera presque à contre-cœur parce qu'on préférait que ce soit fait du premier coup à la mesure de l'occupant. C'était plutôt de se dire, par exemple, sur les toits qui vont être, où vous disiez qu'il y aurait potentiellement de l'agriculture ou des choses sur lesquelles potentiellement on pourrait très bien intervenir avec des habitants qui créeraient, je sais pas, une petite asso qui pourrait intervenir sur X mètres carrés du toit ou des choses comme ça. C'est prématuré à ce stade d'en discuter parce que ça sera plutôt des négos qu'on pourra avoir avec l'occupant. Ouais. C'était également ma question qui m'est venue en cours de discussion sur cette terrasse qui peut avoir un incroyable potentiel. Est-ce qu'au moins vous avez envisagé un moyen qu'elle ne soit pas uniquement à usage privatif pour les organismes qui loueraient une partie de votre bâtiment? Ou est-ce qu'elle est forcément privatisée avec une partie du bâtiment? Alors déjà, ce qu'on ne peut pas faire, c'est louer la terrasse sans les bureaux. Parce que nous sommes contraints de louer des surfaces closes. Et donc celui qui bénéficie de la terrasse, c'est celui qui loue l'étage où il y a la terrasse, en fait. Alors, rien n'empêche d'imaginer plusieurs locataires et une partie commune qui desservirait la terrasse et qui ferait que le locataire du premier étage ou du deuxième étage a quand même un droit d'accès à cette terrasse. Mais ce qu'on cultive pour l'instant, c'est le locataire unique, en fait. Donc c'est une question à laquelle on saurait répondre, bien sûr, mais qu'on ne met pas en avant. Pour l'usage de cette terrasse, comme vous en parlez, bien pensé, mais vous l'avez dit tout à l'heure, à l'usage qui en serait fait et aux éventuelles nuisances des voisins, dont je fais partie. Voilà. Mais il faut rendre hommage au service de l'urbanisme qui nous ont enjoint d'aménager les surfaces d'animation loin des habitations. De l'autre côté, ça sera végétalisé, non accessible pour les personnes libres. Oui, la végétalisation, ça n'empêche pas le bruit de passer. Donc, je dis faire attention. Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre qu'il y ait un peu d'animation de temps en temps, mais voilà, prêtez attention quand même. Ouais. Moi-même, je souffre fréquemment des bureaux en face de mon appartement avec les gars qui font, surtout avec les beaux jours, le petit apéro qui va bien le vendredi soir. Et c'est une nuisance que je connais et que nous nous épargnerons. Mais à partir du moment où on est invité, moi je suis d'accord. Donc on espère que vous nous inviterez dans le pire des cas. Même si c'est vrai qu'il faut... Sur l'élévation, pardon, la partie qui est contiguë à l'immeuble, par rapport à la terrasse. C'est une terrasse, enfin c'est de l'herbe non accessible, quoi. Attendez. Moi j'avais une question, c'était le prolongement des balcons là, sur votre immeuble, est-ce qu'ils vont être dans le prolongement des balcons de l'immeuble limitrophe? Où il y aura un décalage? Ici ou sur l'autre façade? Non, sur la rue de la Montagne de la Fage. Alors, il n'y a que des balcons ici. Ah, là, c'était dessiné à l'époque, mais c'est abandonné. Ok. Donc ici, il y a effectivement une marche, hein, mais les gens ne peuvent aller que sur le blanc. Ok. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Non. Non, mais je pensais, avec l'ouverture sur le parc devant, vous avez envisagé à un moment de faire des passerelles entre votre immeuble et la rue? Oui, c'est ça. Là, c'est un tel capharnaüm administratif qu'on n'y songe pas. On manque un peu d'imagination, peut-être. Le parc Citroën, d'ailleurs, fait partie des parcs qui ne dépendent pas géographiquement de la mairie du 15e, mais directement de la mairie centrale, parce que c'est le grand parc comme d'autres grands espaces verts. Donc on serait vraiment... Déjà, la question de l'utilité se poserait. Pourquoi faire? Dans quel but? Sachant qu'en face, on a
plus d'accès, vous le savez, ça veut aussi dire des problèmes de sécurité derrière qu'il faut se poser. Et puis, oui, pour quels objectifs? Et après, le capharnaüm administratif, en effet, serait un peu compliqué à résoudre dans ce cas-là, même si on y voyait un intérêt particulier, de mon point de vue en tout cas. La présentation est terminée. Oui. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup de votre accueil. On va passer au deuxième sujet, qui sont, en fin de compte, le devenir et les entretiens des ponts SNCF. Donc, Monsieur Ouanès, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc, Jad Ouanès, donc je suis le responsable des relations extérieures de l'établissement de production IPSO. Donc, mon établissement entretient l'ensemble de l'infrastructure du réseau globalement de Paris-Rive-Gauche, tout ce qui est au sud de la Seine. Donc les lignes C, N et U. Voilà, donc on a tout le centre de Paris et on va aussi assez loin en province, hein, on va jusqu'au kilomètre 130 du côté de Bourte, voilà, dans l'Eure. Donc mon établissement, en ce qui concerne les ouvrages d'art, entretient 2800 ouvrages d'art, principalement sur des lignes exploitées. Et on a quelques ouvrages, notamment le pont-rail de Ballard, qui est situé sur la petite ceinture, qui n'est plus exploité, voilà, actuellement. Donc, j'ai pas fait spécialement de présentation parce qu'il n'y a pas spécialement de choses nouvelles vis-à-vis de la maintenance. Il n'y a pas de projet, de projet spécifique à venir sur ces lignes. Voilà, bon, je suis surtout venu pour répondre à des questions s'il y en a. Et j'imagine qu'il y en a. Je vais laisser la parole tout de suite, mais en effet, il y a beaucoup de questions. Donc merci déjà d'être venu, d'avoir fait l'effort de venir, parce que ce n'est pas toujours évident. On en est conscient, et des structures comme la vôtre sont parfois difficiles à visualiser, parce qu'on parlait du capharnaüm administratif, mais des structures comme la SNCF sont aussi très complexes dans leurs différentes dimensions. Donc je vais surtout laisser la parole pour que vous puissiez en tout cas répondre aux questions qui seront posées. Non, mais justement, la question que nous avions posée, oui, c'est non seulement l'entretien, mais la mise en valeur de ce pont-viaduc. Là, vous répondez, bon, il n'y a rien de prévu. Ben justement, nous, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose de prévu. Parce que ce pont-viaduc, c'est un petit peu dommage qu'il soit laissé en l'état. Là, on parle du pont-rail à Ballard, c'est ça? Voilà, du pont de Ballard. C'est quand même... tout le quartier a été bien amélioré lorsque le tramway est arrivé, tout a été refait. Puis alors, ce pont, il fait tache au milieu de tout ça. Il est tout noir, il est sale, Et en plus, c'est un ouvrage d'art qui pourrait être vraiment mis en valeur, à mon sens. Okay, donc, la question que l'on pose, vous dites qu'il n'y a rien de prévu. Ben, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose de prévu. Est-ce que vous pourriez le prévoir? Non. Pour être clair. Bon, non, mais on va... C'est... Bon, ben, merci d'être venu, mais enfin, ça ne répond pas à notre question. Hein. Non. Nous, on fait la maintenance de cet ouvrage comme vis-à-vis de la sécurité de l'ouvrage et selon des règles de maintenance de sécurité. Cet ouvrage, aujourd'hui, ne présente pas de risque pour les circulations ferroviaires, il n'y en a plus. Il ne présente pas de risque pour les circulations routières, il n'y a pas de risque pour la structure. Donc on n'a pas de raison particulière pour réaliser un aménagement. Tout ce qui est embellissement, SNCF Réseau n'a pas de budget pour ça. Voilà. Alors, après, nous alors, non, ils ne sont plus du coup. Ils ne sont plus, ceux-là, parce qu'ils ont été enlevés à notre demande, justement, parce que ça crée une... mais ça a mis énormément de temps, d'ailleurs, pour être enlevé.
Mais c'est vrai que nous, ça nous pose question fondamentalement, parce que ces ouvrages vous appartiennent. Certes, vous n'avez pas prévu de budget pour que ce soit pour embellir, qu'on aille sur de l'embellissement, mais on n'est pas sur des structures qui aujourd'hui ont simplement une utilité technique. C'est des structures qui aujourd'hui se réintègrent dans un paysage urbain, et pour une partie en tout cas on a des chevauchements avec les compétences de la voirie, notamment les voies qui passent sous le pont sont de l'ordre de la voirie et pas de l'autre, du vôtre. Mais l'ensemble de cette petite sentière, en tout cas, mériterait d'être mieux mise en valeur, d'avoir un petit ravalement de façade pour ne pas être simplement dans, en effet, du maintien en sécurité, certes, c'est bien. Mais on est à Paris, on est dans un quartier qui évolue, on a des évolutions sur le parc des expositions, on a des évolutions sur le quartier Ballard aussi, dans une certaine mesure. On essaye de valoriser ce quartier-là, qui est déjà un quartier excentrique pour Paris, qui est moins mis en valeur, mais qui a des pôles d'attractivité qui vont être très forts. En plus, avec les JO, il faut rappeler que 2024, nous allons accueillir un certain nombre d'épreuves des Jeux Olympiques au parc Suzanne-Lenglen, au parc des expositions. Donc derrière, ce sera aussi la vitrine indirectement de la SNCF. Donc pour moi, se pose vraiment la question de savoir, au-delà de la sécurité, que je comprends tout à fait, est-ce que ça peut être quelque chose qui est envisagé? Si vous pouvez être le messager peut-être auprès de vos autorités, de vos chefs, ou bien sinon il faudra qu'on passe peut-être directement à le solliciter, une lettre du maire ou autre. Peut-être qu'on pourrait arriver à avoir la mairie de Paris également dans le lot pour demander que quelque chose soit fait. Mais on est sur des ouvrages qui sont des ouvrages du coup privés. Je comprends que vous puissiez éventuellement demander à ce qu'il y ait une articulation potentiellement avec une structure publique, mais ça n'est pas logique, ça n'est pas cohérent que si on doit prévoir un embellissement, ce soit fait sur l'argent public. Non, c'était pour. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Une fois n'est pas coutume, il y a des sujets où on est d'accord, mais c'est ce sujet-là. Mais non, mais voilà, on ne peut que être d'accord. C'est vrai que notamment pour les gens qui habitent là, on passe devant tous les jours, etc. C'est vrai que c'est frustrant d'avoir des monuments ou des lieux qui sont laissés à l'abandon. C'est pas laissé à l'abandon à proprement parler, mais et vous n'avez pas d'exemple de lieux de ce type que vous auriez du coup, alors avec des budgets qui seraient peut-être pas chez vous, ou des budgets que vous en aurez fléchés différemment. Deux, je connais pas. Qui? C'est la RATP. Oui, le pont de Grenelle où il y a le métro aérien, il a été repeint très très récemment, ce pont. Ça c'est la RATP, ouais, mais. C'est la RATP. Vous, en tout cas, dans vos budgets, il y a aucune. Alors globalement, c'est ça. On n'a pas de budget pour l'embellissement. On n'a pas de budget pour avancer des régénérations liées à des perspectives de sécurité, si vous voulez. Donc là, dans ce cas-là, faut qu'il soit cassé en fait. Comment? Faut qu'il soit cassé, comme ça on peut le refaire. Mais c'est là des fois l'absurdité ça arrangerait beaucoup de accident, personnes. C'est Bernard qui va aller là. Mais voilà, donc on n'a pas de budget pour. Ça c'est voilà, on est entreprise publique. Voilà, on fait avec les moyens qu'on nous donne. Voilà. Donc là aujourd'hui, de ce que j'ai vu moi des différents PV d'inspection. On étudie, voilà, ça reste à confirmer en 2026. On étudie une remise en peinture, et d'étanchéité de l'ouvrage pour du 2032-2034. Voilà, c'est ce qui ressort de voilà, c'est ce qui ressort de nos inspections. Voilà, c'est ce qui permet c'est ce qui nous permet de maintenir l'ouvrage. Non, mais sincèrement, moi, je comprends la position quand même de M. Ouannès
pour avoir eu travaillé à la SNCF, parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui est quand même contrainte budgétairement. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, pourquoi la petite ceinture, on ne fait pas transfert du foncier de la SNCF à la ville? Aujourd'hui, vous n'avez aucune utilité de la petite ceinture. Non, mais vous n'avez il y a toujours les rails. Il y a toujours les rails. Non, il y a mais toujours les rails, je veux bien, mais demain, qui ose imaginer que demain on va rouvrir? Je peux vous dire que beaucoup de gens pensent que ça va rouvrir. Alors, vous allez en parler aux habitants à côté, parce qu'à mon avis, s'ils rouvrent une ligne SNCF... Non, mais SNCF, il peut y avoir plein de choses sur cette petite ceinture. Il peut demain des livraisons. On ne sait pas ce qui peut se passer. Après, je pense que c'est un actif de la SNCF. Pour en avoir un petit peu discuté avec différentes personnes qui bossent à la SNCF, je pense que c'est quelque chose qu'ils sont pas prêts de libérer parce que. Oui, mais ça fait combien d'années? Globalement, ça dépend pas de la SNCF. Là, ça dépend de l'État en fait. C'est l'État qui nous impose de maintenir ces infrastructures. Mais dans quel but? Dans l'optique de potentiellement. Non, mais le dernier train commercial, il remonte à quand? 80. Non, mais, ça fait presque 50 ans qu'il n'y a aucun train qui circule sur cette ligne. Ça coûte, oui, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se dire que potentiellement ça peut. Alors, c'est peut-être complètement utopique, etc. Mais les transports sont ce qu'ils sont des fois saturés. C'est quand même des questions qui reviennent souvent. Et il peut potentiellement, c'est un endroit qui peut potentiellement réouvrir d'une façon ou d'une autre, soit d'un but professionnel, soit d'un but de public. Non, mais il y a des trains dans 30 ou 50 ans ou 40 ans, il peut y avoir des trains qui ne feront pas de bruit, des trains électriques, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui. Non, mais c'est pas voilà. Mais je pense que en tout cas la SNCF n'est pas prête à libérer l'espace. C'est pas la SNCF, c'est vraiment l'État. Nous, si on pouvait s'en libérer, on s'en libérait. Oui, c'est ça. Est-ce que ces infrastructures, les rails, vous les entretenez ou pas? Non. Rien. En fin de compte, vous le laissez. Vous entretenez une voie. Il faut globalement la politique, c'est d'être en mesure de réouvrir la ligne dans un délai, pas trop long, quoi. Mais c'est pas. Moi, je pense qu'on aura beaucoup de travail pour la réouvrir, mais c'est pas. Oui. J'aimerais avoir une réflexion inverse. Oui. C'est-à-dire que c'est évident qu'on ne va pas vous demander d'entretenir, d'aller au-delà de l'entretien de l'édifice, puisque de toute façon, il n'y a aucune exploitation, il n'y a rien, on vous impose un entretien pour qu'il n'y ait pas d'entretien. Moi, j'aimerais la réflexion inverse. C'est comment procéder pour l'embellir par des tiers, puisque c'est votre propriété. Oui. Et pour le viaduc qui se trouve rue de Vaugirard, il y a eu une œuvre d'art qui a été réalisée sur les fonds du conseil de quartier. Oui. D'accord ? Donc on peut embellir et faire des choses sur votre propriété. Donc la vraie question, c'est quelle est la procédure pour qu'un tiers embellisse avec votre accord cet édifice ? Il faut se rapprocher de moi et... Si je comprends bien, attendez, si je comprends bien, si vous voulez, il faut que j'en discute avec les services techniques, mais c'est des choses qui sont possibles. Après, ce pont-là, il est particulier quand même. Ça nécessite quand même une compétence particulière pour l'entretenir. Et je pense que vous aurez du mal à vous passer de la SNCF pour le faire. Ah non, il ne s'agit pas de toucher à l'édifice, c'est de l'embellir. Alors, la question que je vous pose... C'est des structures métalliques. Vous êtes obligé de toucher à la structure, je ne sais pas trop ce que vous pourriez faire. J'ai pas dit qu'il fallait tout démolir et puis mettre des poutrelles. Non, mais par contre, si au budget participatif, la population se saisit de la volonté d'embellir cette idée, c'est possible pour vous? Ce sont des choses qui sont possibles. Nous, on n'a pas de budget. Voilà. On n'a pas de budget. Ça. C'est un tiers peut-il embellir votre édifice ou vous êtes totalement hostile? Non, c'est envisageable. D'accord. Il y a certaines règles à respecter. C'est normal. Et ça nécessite une instruction de nos services, mais c'est des choses qui sont envisageables. Moi, je trouve que c'est une excellente piste. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Enfin, je sais pas. C'est tout à fait possible. Sinon, moi, je veux bien m'en occuper.
que vous proposiez un projet au prochain budget participatif. Ce qu'il faudra vérifier aussi, c'est les critères d'acceptabilité, parce que là, je ne les ai pas précisément en tête, et puis ils sont susceptibles d'évoluer d'une année sur l'autre. Donc c'est difficile aussi de s'engager maintenant sur la validité d'un tel projet pour la ville de Paris. Mais sous réserve que ce soit validé ou en tout cas acceptable selon les critères qui seront définis pour l'année prochaine, vous pourriez tout à fait proposer. Je vous rappelle que pour l'œuvre d'art Mmh. qui est sous le viaduc Oui. de Vaugirard, il y a eu un concours d'artistes organisé par le conseil de quartier et qu'il y a eu le choix de l'artiste par le conseil de quartier. Donc c'est pas impossible, n'est-ce pas? Non, c'est pas impossible, mais je pense que la configuration doit être complètement différente. Tout à fait. Voilà. Là, on est sur vraiment une structure métallique. Voilà, c'est l'embellissement, je pense, c'est limité. Enfin, je pense que voilà, c'est. Au-delà des questions d'embellissement, parce que ça c'est vraiment, en tout cas pour la partie Ballard, on avait aussi, les habitants avaient soulevé la question du passage sous la ligne RER également. Là, on n'est pas uniquement sur de l'embellissement, il y a aussi une question de sécurité indirectement, parce qu'il est très mal éclairé. De nuit, le traverser, c'est quand même pas du tout encourageant, pour le moins. Si vous l'avez fréquenté, vous savez... je suis passé en dessous tout à l'heure. Voilà, donc c'est sale, c'est pas accueillant, c'est même inquiétant de nuit, ça peut être... dans un secteur comme ça qui n'est pas forcément très fréquenté, ça peut vraiment être un facteur d'insécurité pour les habitants et pour les personnes qui veulent le traverser dès qu'il fait nuit. Donc est-ce que là-dessus, au moins quelque chose peut-être au niveau de l'éclairage pourrait être fait pour assurer la viabilité, la sécurité de cette zone? Alors c'est le même sujet, hein. On n'a pas du tout de budget pour ce genre d'aménagement. Voilà. Après, nous, on peut vous autoriser, la ville à créer des aménagements, de l'éclairage, éventuellement mettre de la vidéosurveillance. Là-dessus, on n'est pas du tout opposé. Voilà. C'est pas. Mais voilà. Là-dessus, je me retourne plutôt vers la mairie de Paris, parce que l'aménagement qui a été fait côté Seine, il y a bien eu un aménagement qui a été fait avec une rampe d'accès PMR. Okay. Je ne sais pas par qui ça a été fait, ça, du reste. Puis comme vous n'avez pas de budget, certainement pas vous. Hein. Je ne sais pas. Donc ça a dû être fait par Aropa, je suppose. Bon, de l'autre côté, ça dépend de qui. Et là, c'est peut-être la mairie de Paris qui a la réponse. Hein. Sur la chaussée, oui. Hein? Donc là, j'aurais tendance à me retourner vers la mairie, là, de ce côté-là. Mais ça ne règle pas le problème de l'intérieur. Oui, absolument. Mais je veux dire, l'intérieur, c'est de l'éclairage. Bon, oui, ça serait bien qu'il y ait de l'éclairage. Après, il fait quoi, 10 mètres? C'est pas non plus... Bon, ok, non, mais d'accord pour l'éclairage. Non, mais j'y suis tout à fait d'accord pour l'éclairage. Mais si on veut faire quelque chose de propre, qui ressemble à ce qui a été fait côté Seine, est-ce que, côté mairie de Paris, vous pouvez le prendre en considération? Je ne sais pas si c'est la mairie du 15e ou la mairie centrale, mais je sais pas. On va bosser main dans la main. Moi, juste par rapport à la différence du pont Ballard, je trouve que quand même le passage sur la rue Cauchy, là, enfin, à mon sens, quelque part, il relèverait quand même plus de la responsabilité de la SNCF pour le coup que celle que celui du pont Ballard, parce que déjà, c'est une ligne qui est en exploitation. 2, s'il y a un tunnel, c'est qu'il devait y avoir à l'origine un usage, et qu'à l'époque, la SNCF, c'est bien elle qui a été associée à ce projet pour faire qu'il y ait un petit pont. Donc, quelque part, pour le coup, là, à la différence du pont de la rue Ballard, à mon avis, il y a quand même peut-être plus à rechercher du côté de la SNCF. Alors, sur ces deux ponts, il n'y a pas de convention qui lie la ville de Paris avec la SNCF. Il est d'usage, voilà, pour généralement les ponts rails, c'est-à-dire que SNCF entretient l'ouvrage en lui-même.
et voie au-dessus. Voilà. Pour tout ce qui est passage, hein, donc là dans le cas de Ballard, la voirie elle est entretenue par la ville. C'est le même cas de figure qu'on rencontre dans le souterrain en fait. Voilà. C'est l'usager. L'usager c'est pas SNCF, c'est la ville de Paris qui en a la charge de l'entretien. Voilà. Donc s'il y a des aménagements à faire pour la traversée, c'est également généralement, sauf si c'est écrit dans une convention, et dans ce cas-là, ça déroge au principe. C'est généralement c'est des aménagements de l'utilisateur. On entretient les voies, le passage en dessous, c'est pour les villes. Voilà, nous on n'est pas pour cet ouvrage ou d'autres, hein, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait des aménagements à l'intérieur pris en charge par la ville. Après, bien sûr, il faut se rapprocher de nos services qui vous donneront les contraintes à respecter. Donc côté ville, on pourrait se rapprocher de vos services pour aménager ce passage? Oui. C'est surtout qu'en plus, avec la nouvelle piscine, éventuellement la guinguette, etc., mine de rien, puis, du coup, il y a beaucoup de jeunes qui potentiellement vont passer. Ça peut être. Il faut l'aménager. Bah oui, faire tout le tour, c'est. Ouais. C'est le seul passage entre Javel et Pont de Garigliano, c'est ça? Ouais. Souterrain. Excusez-moi, j'ai une question. Qui est-ce qui a eu l'initiative de ce tunnel? Alors, parce que c'est facile de dire que c'est aux autres d'entretenir. Si l'initiative, qui est-ce qui a décidé de réaliser ce tunnel à cet endroit? Celui qui a décidé de... on peut le fermer. Hein. Nous les trains ils vont circuler au-dessus. La question n'est pas là. Je veux dire, il y a eu un investissement réalisé par quelqu'un. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas eu de convention, je vous crois tout à fait. Mais il y a bien eu une volonté de percer à cet endroit et pas à un autre ce tunnel, et pour quelle fonctionnalité? Cette institution qui a souhaité ce tunnel, pourquoi ne l'a-t-il pas plus entretenu? Oui, c'est un peu l'objet que je disais oui. Tout à l'heure à l'origine. On est certainement en 1850, c'est peut-être le Paris-Orléans. Ouais, c'est... Pourquoi effectivement un tunnel à cet endroit? Non, mais... Il y a quelqu'un qui a financé. Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a le tunnel lui-même où ça serait bien effectivement de mettre de l'éclairage. Enfin bon, mettre de l'éclairage, je ne crois pas que ce soit le gros problème. C'est plus l'accès. Et là, l'accès, bon, je pense que c'est la ville. Donc le gros du problème, il est plutôt l'accès, comme ça a été fait côté Seine, de faire la même chose de l'autre côté, et en même temps, mettre un câble avec une ampoule. Ça, c'est un détail, je pense. Hein, avec l'autorisation bienveillante de la SNCF. C'est vrai que quand on est ricochet, on ne sait pas qu'il y a un passage. Il faut être fort. Messieurs, dames, vous avez des questions? Moi, je reviens quand même un petit peu sur le pont de Ballard. Vous dites qu'il n'y a pas de budget, ok, je vais bien croire, mais il y a bien eu un budget à un moment pour réaménager l'ensemble de la petite ceinture. Et là, un budget conséquent. C'est la ville qui avait ça? En fait, l'usage de la petite ceinture, le dessus est géré par les espaces verts de la ville. C'est tout, là où on retrouve les embroglios. La structure est gérée par la SNCF. Et l'espace vraiment au niveau des passages de route, de voies, est géré par la voirie. Ok, c'est clair. Donc moi je pense que j'essaye de le faire au plus clair possible. C'est clair. Il y a une convention de superposition d'affectation entre la mairie de Paris et SNCF sur globalement l'ensemble de la petite ceinture sur le Paris rive gauche. La limite, elle s'arrête un peu avant le pont de Ballard. Et le pont de Ballard ne fait pas partie de cette convention. Voilà. Moi, j'avais juste une question. Alors, c'est peut-être pour toi, Julien, parce que tu avais l'air un petit peu de te connaître. Le transfert du foncier, si jamais il devait être envisagé à moyen terme, parce que si c'est demain pour faire une desserte locale, tu es d'accord que quelque part, c'est pas la SNCF de s'occuper de desserte locale?
même quelque part indépendamment du fait que le foncier demain puisse être réutilisé, mais j'en doute, pour faire du transit, ça restera un transit local. Alors, donc de toute façon, ce ne serait pas à la SNCF de s'occuper de ça. Non. Après, moi, j'avais fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, Marion ou Anthony, j'avais rencontré une personne qui est le président de l'association de la petite ceinture, qui connaît vraiment, enfin moi c'est lui qui m'avait un peu expliqué et l'histoire, parce que je ne connaissais pas tout, des différents tronçons, des différents usages qu'il y a eu, et il est très proche il connaît très bien la SNCF aussi, et visiblement, lui qui est président de cette association et qui du coup est attaché à cet endroit, a beaucoup discuté avec la SNCF, et moi c'est de lui que je tiens ça, qu'il souhaite quand même conserver cet espace. Ça peut paraître un peu, mais au cas où, parce que ils disent que les usages évoluent tellement vite, et des transports en commun, et des usages de transport de marchandises, même des Amazon, des Uber, enfin de tous ces choses-là qui évoluent tellement vite que ils pensent que cette petite ceinture peut à terme servir d'une façon ou d'une autre, et qu'il serait aujourd'hui contre-productif de s'en libérer. Ça, effectivement, dans cette approche-là, tu es quand même d'accord que c'est pas la SNCF, même si c'est un transit micro-local, c'est pas la SNCF de faire du micro-local. C'est pas ça peut devenir finalement pas du micro-local si tu vas jusqu'à Porte de Bercy, ou tu vas jusqu'à je ne sais pas où finalement. Si ça relie des axes qui sortent du 15e et qui finalement on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais que dans 20 ou 30 ans, parce que tel endroit est saturé, et que et je pense qu'ils anticipent des choses que nous on n'anticipe peut-être pas, et que voilà, mais ça serait, je sais pas si ça peut être une personne qu'on pourrait aussi, moi je l'avais trouvé plutôt intéressante, cette personne, et sur l'histoire, parce qu'il y avait plein de choses à apprendre, et sur aussi différents usages qu'on pourrait faire aussi de cet endroit, et de le rendre aussi des fois aux habitants, parce qu'effectivement ce qui a été un peu fait, mais je pense que si on se projette, on peut faire beaucoup d'anticipation et se faire beaucoup de nœuds au cerveau en se demandant qui récupérerait in fine la gestion de cette structure dans le cas où on réouvrirait quelque chose. Le moment venu, si le moment doit arriver, ce que personnellement... au stade où on en est des mobilités, je ne souhaite pas, parce qu'on voit déjà les nuisances, en tout cas, que représentent pour certains habitants. Je mets toutes les réserves possibles là-dessus, de simplement la fréquentation du parc, qui est pas forcément très active ou animée, mais on l'a vu lors de l'organisation de la fête du conseil de quartier sur la voie sur la petite ceinture, pour le conseil de quartier Vaugirard, parc des expositions, on a des immeubles qui donnent directement sur cet axe. Donc c'est vrai que à ce stade, alors je veux bien croire qu'un jour on aura des transports parfaitement silencieux, mais on sait très bien que, enfin, il y a des choses qui, même si en étant silencieuses, continuent toujours d'avoir certaines nuisances. Une gare, ça a une nuisance, ça fait des flots de personnes, enfin... Donc à ce stade, je ne le souhaite pas. Mais pour ce qui est des considérations sur qui récupérer in fine, je pense qu'on se projette peut-être aujourd'hui sans trop d'informations, ni sur ce qu'il adviendra de cette petite ceinture, ni sur les conditions dans lesquelles elle adviendra. Donc, Pour avoir suivi l'aménagement de la petite ceinture, c'est un axe qui a toujours été sujet à débat. Les opposants au tramway ont longtemps milité pour réintroduire en fait la circulation sur la petite ceinture. Bon, et il me semble que dans les débats qu'on a eus au moment de la petite ceinture, qu'il y avait un élément stratégique dans la conservation de ce couloir de circulation. Et on voit aujourd'hui que les choses les plus utopiques qu'on croyait définitivement évacuées reviennent, notamment en Ukraine. Donc trouver un couloir de circulation dans Paris immédiat, je pense qu'il y avait un facteur stratégique dans la conservation de cette petite ceinture, de mémoire. Hein. Je ne vous garantis pas, mais c'était évident. Hein. On ne peut pas trouver un couloir comme ça immédiat. Oui, globalement, c'est la volonté de l'État de maintenir cette structure.
Et aujourd'hui, elle est confiée à la SNCF, voilà, dans l'attente d'un projet potentiellement futur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est cette volonté, elle est forte, parce que j'instruis des dossiers immobiliers à proximité de la petite ceinture, hein, notamment côté bibliothèque François Mitterrand. Il y a des bâtiments qui sont construits autour de la petite ceinture, avec des réservations pour potentiellement faire circuler des trains dans le bâtiment. Le bâtiment neuf, là, récemment. Donc il y a une volonté forte de l'État de maintenir cette structure, voilà, dans une optique future qu'on a du mal à comprendre, et même nous. Voilà. Oui, raison de plus pour bien entretenir ce viaduc et de le mettre en valeur. Et je pense que finalement, la solution pratique, c'est peut-être celle que vous disiez, là, on intervienne au niveau du budget participatif ou d'une façon ou d'une autre, que la mairie, puisque c'est un problème de budget, c'est pas un problème de principe, c'est un problème de budget. C'est un problème de budget, c'est un problème de ressources. Les ressources SNCF se font de plus en plus rares, hein, voilà. Et voilà, nos forces sont concentrées sur les lignes exploitées aussi, hein. Donc si demain on avait même le budget, il faudrait pouvoir encadrer cette intervention. Donc si vous êtes autonome, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, ça peut être difficile. Voilà. Bon, à nous de voir ce qu'on peut faire, hein. Très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, en tout cas. Avant qu'on puisse clore cette réunion, je vais juste vous rappeler quelques petites informations sur la révision du PLU, puisque mon collègue Mathieu Luineau n'a pas pu être présent ce soir avec nous, retenu par une autre réunion de conseil de quartier sur un autre projet, Embellir votre quartier, qui est un gros dossier, comme vous avez pu sans doute le suivre sur d'autres quartiers. Juste pour vous rappeler que les consultations sont encore en cours. Vous pouvez faire remonter les espaces végétalisés, le patrimoine qui, selon vous, serait essentiel à conserver, en adressant un mail à l'adresse email mairie15@paris.fr, mairie15 tout attaché @paris.fr. Donc jusqu'au 1er avril, donc on s'y approche. La mairie de Paris organise une consultation avec la possibilité de partager votre opinion sur les grandes orientations du PADD sur le site id au singulier id.paris.fr. Donc n'hésitez pas à aller donner votre avis sur les orientations qui y sont données. Merci. Et vous avez également un formulaire qui est disponible à l'entrée de la mairie du 15e, si vous le souhaitez, pour pouvoir donner votre avis également. Juste pour vous rappeler les 9 orientations du PADD telles qu'elles sont exprimées aujourd'hui: la nature en ville, la réduction de l'empreinte carbone, la santé environnementale, le logement, Paris, ville capitale, donc les enjeux d'attractivité, développement économique, lien métropolitain, une ville productive, innovation, agriculture urbaine, ESS, artisanat, ville connectée. Je précise parce que des fois les titres ne sont pas forcément évidents à lire. Le quartier du quart d'heure, donc les équipements de proximité, les paysages parisiens, la transformation du bâti et autres sujets. Donc encore un dernier. Donc vous avez ce temps-là. Il y a quelques rendez-vous. Est-ce qu'on en a qui sont encore devant nous? Non. Nous n'en avons plus devant nous parce que nous sommes dans les derniers conseils de quartier à passer et cette présentation était prévue pour les premiers. Donc je vous invite surtout à communiquer, à aller déposer votre avis sur le site id.paris.fr et également toujours à nous indiquer les points d'attention en termes de protection que vous pouvez identifier au mail mairie15@paris.fr.
Et sur ce, je vous remercie encore à tous pour votre participation. S'il vous plaît. Ah oui, vous avez une question d'ordre général ? Diverses, oui. Je pensais qu'il y avait un point divers. Voilà, donc je le lance. Est-ce que vous avez prévu de faire une fête de quartier ? La question se pose, il faut que nous définissions une date avec le conseil de quartier. C'est le plus gros obstacle à ce stade. Donc les périodes pour le moment qui sont proposées aux membres du conseil de quartier sont mai, fin juin, parce que vous savez, on est en période électorale, ce qui complique un peu les choses pour l'organisation, parce que les agents de la mairie sont très mobilisés. Déjà que nous les mobilisons beaucoup pour un grand nombre d'activités aujourd'hui, notamment, comme vous le savez, l'organisation de la collecte à destination de l'Ukraine qui est organisée en mairie du 15e. Donc nos agents sont très mobilisés. Donc tout ça pour revenir aux dates possibles. Donc nous pourrions envisager mai ou fin juin pour éviter la période des élections législatives, ou bien à la rentrée, comme ça a pu être le cas. Bon, l'année dernière, on l'avait fait un peu tard, en octobre. Ça a bien fonctionné. Comment ? Ça, il a fait beau, on a eu la chance, mais peut-être que le faire plus tôt, quand il fait un peu meilleur, ça sera bienvenu. Donc c'est un des points sur lesquels les membres doivent s'exprimer. Mais l'intention est bien d'en faire une. Sur le principe, c'est voilà. Oui. C'est le budget est là, en tout cas, il existe toujours. Et il y a aussi, ça c'est le budget de fonctionnement, et on a aussi bien sûr le budget d'investissement qui existe pour le conseil de quartier. Et là aussi, il faut identifier des projets. Donc même si vous avez des projets qui pourraient être financés par le budget d'investissement du conseil de quartier que vous voulez soumettre aux membres titulaires du conseil de quartier qui ont, en tant que membres et titulaires, la main sur le budget, vous êtes tout à fait les bienvenus. N'hésitez pas à proposer vos idées. Je suis disposée à vous donner ma carte pour que vous puissiez m'envoyer vos propositions et qu'on puisse les partager. Donc si vous avez des idées, c'est un budget qui n'est pas énorme, mais on est quand même à 8 000 € pour l'année. Donc il y a quand même des choses à faire à une petite échelle et à l'échelle du quartier. On a eu des tables de ping-pong, on a pu avoir des fois des bancs, on a pu avoir des aménagements de multiples domaines. Donc on est très très ouvert aux propositions, puisque cet argent est disponible. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et en espérant vous revoir au prochain conseil de quartier.